Il a bien failli perdre une jambe dans un terrible accident de voiture il y a une dizaine d'années, mais Fred Bonnef ne se laisse pas abattre par ses séquelles. Il ride plus que jamais en windsurf, en wingfoil et en subfoil downwind. D'ailleurs, il vient de terminer cet été les traversées à Hawaï, dont la mythique Molokai to Oahu. À l'occasion d'un de ses passages dans le Var, je ne pouvais pas laisser passer l'occasion d'échanger avec lui et surtout de le partager avec vous. Salut les copains et les copines, bienvenue sur la Water Sport Zone. Alors j'avais envie de tester un nouveau format un peu plus podcast et puis comme j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir un rider que j'admire beaucoup, Fred Bonnef qui réside à Tarifa habituellement, qui est de passage dans le Var, et je me suis dit que j'allais tester cette possibilité de YouTube. Vous me donnerez des petits feedbacks en commentaire, je compte sur vous. Fred a survécu à un accident de la route terrible il y a une dizaine d'années, qu'il a laissé 15 jours dans le coma. Il a eu plus de 18 fractures, je crois quasiment toutes ouvertes, 35 opérations, 1 an de rééducation intensive pour enfin remarcher. Mais Fred, c'était un rider et c'est toujours un rider. Et à force de volonté et de résilience, malgré en fait des séquelles qui lui l'ont laissé un handicap permanent, et Fred, il s'est même mis jusqu'au subfoil downwind, comme une activité réputée quand même assez difficile. Et cet été, il a même terminé la Molokai to Oahu, une course mythique, fait partie en fait des 3 classiques hawaïennes du subfoil downwind. Salut Fred. Salut ça fait plaisir de te voir. Tu sais que moi j'admire beaucoup ton parcours que je suis depuis avant ton accident, mais encore plus depuis l'accident où en fait tu m'as tellement impressionné de volonté et de résilience pour revenir sur l'eau et puis ça continue, donc c'est super. Je suis super heureux de voir ça, ça m'inspire aussi beaucoup. Et en fait, pour commencer, je voulais te demander d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'est arrivé et en fait, quelles sont les séquelles que tu subis aujourd'hui. Salut Erwan, très content d'être là avec toi. Écoute, je vais le résumer parce que c'est évidemment un petit peu long. Il y a effectivement maintenant 11 ans, j'ai eu un grave accident de la route. J'ai pris une dépanneuse qui circulait en sens inverse sur l'autoroute. Donc le choc a été extrêmement violent. On parle de 3h30 de désincarcération. Donc ça peut donner à certains une idée de l'état dans lequel était le véhicule et de l'état dans lequel je me trouvais. Il y a eu effectivement derrière 15 jours de coma. En tout, j'ai subi plus de 30 opérations. J'avais 18 fractures et comme tu l'as dit tout à l'heure, la plupart étaient ouvertes. Donc c'est extrêmement grave et à chaque opération, je risquais de perdre la jambe droite. Voilà, donc il y a eu beaucoup de greffes d'os, de peau et de muscles. Ce qui est d'ailleurs à noter parce que on m'a enlevé certains muscles de mon dos pour les greffer sur ma jambe droite. Donc il y a par exemple une perte de force sur une partie de mon dos. On m'avait dit que ça servira à rien, mais quand tu as un problème comme ça, tu t'aperçois que tout sert. Donc ça, on va dire, c'est ce qui me gêne le moins. Parmi les autres gênes, les beaucoup plus importantes et beaucoup plus graves, on va dire, j'ai vraiment une grosse limitation au niveau de la cheville. Je pense que je suis aux alentours maintenant j'ai un peu progressé, donc je suis aux alentours de 60% de mobilité par rapport à une personne normale, peut-être un peu moins, et également de grosses douleurs aux genoux, et avec une mobilité qui a été réduite de 30%. Voilà, donc c'est un handicap non seulement fonctionnel, mais également un handicap de douleur permanente qui me limite un petit peu dans ma pratique et qui parfois entame un petit peu l'aspect mental. Voilà, c'est un travail un petit peu quotidien pour essayer d'être à peu près au niveau d'un valide. J'imagine que c'est un travail quotidien et mental, comme tu disais. Et comment est-ce que, malgré tous tes problèmes, tes séquelles, ce handicap, comment est-ce qu'un jour tu t'es dit, tiens, le subfoil downwind, tiens, c'est pour moi, quoi. Je vais m'y mettre parce que c'est un truc quand même qui impressionne beaucoup de gens valides et même en forme. Voilà. Comment t'as approché le truc ?
Je crois pas que je me pose vraiment la question en ces termes, en fait, parce que effectivement, j'ai un handicap et c'est réel, mais je me sens pas cantonné à une case handicap. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut pas. Je suis une personne qui fait de son mieux et j'ai toujours rêvé du downwind en général. Je suis un des premiers à l'avoir pratiqué en Espagne et sûr et certain le premier à l'avoir pratiqué à Tarifa. Et quand j'ai vu, comme toi, comme d'autres, la vidéo de Kyle Haney en train de survoler les bumps, c'était déjà pour moi, si tu veux. Donc je me suis pas posé vraiment la question par rapport à mes limitations. Je me suis dit, je vais le faire. Et maintenant, c'est comment est-ce que je vais arriver jusqu'à ce niveau-là, en sachant qu'à l'époque, on avait des limitations matérielles, tous, et on était tous au même niveau. Moi, j'ai commencé, pour la petite histoire, avec une planche qui faisait 5-6, un foil de kite, et je me suis lancé dans le détroit de Gibraltar comme ça. Voilà, donc autant te dire que ça a été une belle galère et que on parle de... Attends, je veux pas me tromper au niveau de l'année, mais je crois que c'était en 2016 ou 2017, quelque chose comme ça. Donc ça fait déjà un moment. 2017, pardon, 2017. Ouais, c'était les tout débuts et puis on a fait ce qu'on a pu. Je me souviens aussi de séquences intéressantes en France avant ça, avec des personnes comme Ludo Dulou ou Raph Filippi, à se lancer dans des vagues avec des bricolages maison, des boîtiers posés sur des planches de stand-up qui tenaient à moitié et des foils pas du tout adaptés. Mais c'est ce qui m'a toujours un peu excité, c'est les débuts et tout ce tâtonnement, toute cette passion qui ressort de là. Et aujourd'hui, le matériel a évolué et tout. Le stand-up paddle foil downwind est en train de se démocratiser un petit peu plus. Il y a quand même pas mal de gens qui y pensent ou qui sont en train de s'y mettre et qui sont dans une période un petit peu difficile, parce que faut pas se cacher qu'il y a une petite période un peu galère au début. Qu'est-ce que tu veux leur dire, toi, à ces gens-là ? Écoutez, la première chose, c'est que effectivement, c'est un sport qui n'est pas particulièrement facile. Je pense qu'il ne faut pas non plus se mentir, mais c'est peut-être ce qui en fait un petit peu la beauté. Moi, j'ai jamais recherché la facilité dans les sports, sinon peut-être que je ferais autre chose. Je ferais, je sais pas moi, peut-être du kite. Non, je rigole. Non, mais je ferais des sports plus accessibles. Et c'est aussi, c'est beau de lutter un petit peu pour quelque chose qu'on aime. Ceci dit, je mets un petite quand même parenthèse à ça, c'est que le sport est devenu beaucoup plus facile. C'est incomparable avec les débuts dont je parle maintenant. Pour mettre les choses un petit peu en perspective, j'étais effectivement à Hawaï cet été. Du point de vue d'un Européen qui, la plupart du temps, pratique seul, se débrouille seul et apprend tout par lui-même, quand tu arrives à Hawaï, tu vois la quantité de personnes qui pratiquent. Les cliniques sur eau plate, avec notamment Jérémy Rix. Des personnes qui pratiquent ce sport de 10 à 75 ans. Parce que j'ai vraiment vu des personnes assez âgées le pratiquer. C'est quand même assez incroyable et ça prouve aussi à quel point le sport évolue rapidement. Donc ouais, c'est en train de devenir de plus en plus accessible. Avec ton expérience à Hawaï et tout, tu crois en une démocratisation plus large de ce sport de subfoil downwind ? Oui, complètement. Regarde l'évolution qu'on a eue en 3 ans, parce que réellement, les gens ont commencé à s'y intéresser il y a 2-3 ans. Le sport, hein, je le redis encore une fois, il a complètement évolué, particulièrement cette dernière année. On est parti de quelque chose qui était vraiment réservé à une élite pour arriver à quelque chose qui est beaucoup plus grand public, et je pense que ça va faire que s'accélérer. Tout va devenir beaucoup plus facile. Il y a par exemple, si certains d'entre vous ont commencé un petit peu le stand-up en foil en downwind, il y a toute une phase où au décollage
on était obligé de forcer énormément pour connecter, pour commencer à prendre de la vitesse. Maintenant, cette phase, elle est vraiment accélérée par le matériel et par la planche. Donc oui, je pense que ça va faire que se démocratiser. Il y a aussi ce fameux petit moteur électrique qui aide certains à décoller. C'est triché, mais peut-être que ça peut aussi ouvrir certaines portes. On verra. Mais voilà, moi, quand je vois à quel point ça a évolué en 2-3 ans, j'ai aucun doute que ça va s'accélérer. Et tu parlais du matériel qui rend les choses beaucoup plus faciles. Qu'est-ce que tu utilises, toi, comme planche, comme foil en downwind? Donc moi, écoute, je fais 1m90 et je fais 83 kg. La planche que j'utilise le plus, c'est la Duotone 7.2 par 21,5 qui fait 125 litres, il me semble. Mais c'est adapté au plan d'eau que moi j'ai, qui est à Tarifa. C'est un plan d'eau avec un choppi assez court, un vent assez fort et qui me permet de décoller assez facilement. Donc moi j'aime bien cette planche réellement. Par contre, à Hawaï, j'ai utilisé des protos plus longs, plus étroits. La planche que j'ai utilisée était une 8.8 par 17,5. Ah ouais. Donc on est sur quelque chose de complètement radical, mais qui permet de lever des ailes beaucoup plus petites. D'aller plus vite à la rame pour créer de la portance et décoller... Des foils qui permettent de suivre des houles plus rapides, quoi. Exactement. Ça, hein. Exactement. Il y a plus d'espace entre les houles. Ouais. Donc rentrer dedans, c'est un petit peu plus difficile avec une planche courte. Et on parle de course. Ouais. Donc il faut se lever tout de suite. Il faut réellement essayer de décoller dans les tout premiers. Pour avoir une chance de suivre le rythme après, parce que au final, une fois en l'air, le niveau est assez homogène et il faut pas trop perdre de temps et pas faire d'erreur par la suite. Donc il faut décoller tôt et se sentir aussi sûr qu'on sera capable de redécoller facilement si jamais on fait une erreur, parce que ça rentre dans le domaine mental. On se dit, écoute, si je fais une erreur, je sais que je peux redécoller, donc du coup on va prendre plus de risques. Et en prenant plus de risques, on va être meilleur. Voilà. On va moins se limiter dans notre lecture du plan d'eau et sur nos connexions. Et du coup, en foil, je crois que tu m'as pas dit, en foil, tu dis c'est quoi le range de taille que tu utilises? On va dire, ouais, c'est peut-être plus petit, mais sinon, c'est quoi l'ordre d'idée des tailles que tu utilises? Celle que j'utilise le plus, c'est la Duotone Glide 1085, ouais. Qui est une aile polyvalente qui démarre relativement tôt comparé à sa taille. Effectivement, moi, je me permets d'utiliser une aile qui est un petit peu petite pour mon gabarit, donc par rapport à des gens qui vont débuter, etc. Parce que j'utilise des planches suffisamment longues pour me le permettre. Donc effectivement, ça c'est mon aile, on va dire, un petit peu de tous les jours. Je sais que par exemple des personnes comme Tom Aubert utilisent la Glide 905, donc qui est plus adaptée à leur gabarit. Par contre, j'ai également plaisir dans les vents plus légers à reprendre une aile un petit peu plus grosse, la Glide 1305, qui me permet d'être confort au démarrage, tout en gardant une aile confortable dès que ça bouge un petit peu trop. Tu évoquais dans la réponse précédente que tu as été à Hawaï, passé du temps à Hawaï et que tu as vu plein de choses, et des jeunes, des moins jeunes pratiquer, mais le highlight quand même de ton séjour, c'était la Molokai to Oahu, donc qui était la course mythique qui fait 50 et quelques 1000 kilomètres. Elle fait 55 km. 55 km. Ouais. Donc entre l'île de Molokai et celle d'Oahu, c'est comme une aventure en soi. Qu'est-ce que ça représentait pour toi d'être au départ et de finir cette course? Écoute, c'est quelque chose de mythique, c'est un petit peu un rêve, mais il faudrait que je t'explique un petit peu le procédé avant ça. Le procédé, c'est que moi je suis parti à Hawaï pour faire les 2 premières courses en foil et la dernière en stand-up. Et c'est d'ailleurs pour ça que je m'étais entraîné. Et puis j'ai fait la fameuse Maui to Molokai, donc la première course sur Hawaï que j'ai vraiment adoré. Là on parle de 45 km sur un downwind qui est relativement accessible.
qui est vraiment très sympa. Et qui en fait devient de plus en plus dynamique au fur et à mesure de l'avancée du parcours. Et ça m'a déjà donné un premier déclic. Faut savoir que j'ai fait cette course en étant malade comme un chien. J'avais une crève pas possible, et donc j'ai un petit peu galéré quand même, mais même comme ça, je me suis régalé sur ce downwind. Donc ça m'a déjà donné le déclic de me dire que j'étais capable de faire une traversée comme ça. Donc ça a été le premier déclic. J'ai ensuite, une semaine après, fait la Paddle Imua, qui est une course que je conseille à tout le monde, qui est vraiment géniale, très familiale. C'est un 12 km. On part du Maliko, donc là où on part pour aller à Jos aussi en jet ski, et on arrive jusqu'à la plage de Kanaa. En partant directement dans une zone dynamique et en arrivant dans une zone qui est un petit peu plus compliquée. En vrai, c'est le parcours originel non seulement du subfoil downwind, mais aussi du stand-up paddle. En fait, c'est là que tout a été inventé. C'est ce parcours-là. Ouais, c'est ce parcours-là qui a fait vraiment office de référence pour tous les waterman hawaïens investis dans le downwind. Et c'est en plus de ça une excellente école de downwind pour n'importe qui voudrait s'y mettre, parce que on va pas dire que c'est un parcours super facile, mais il y a quand même, si on le compare à d'autres, il y a tout qui est fait pour s'y mettre rapidement, et en plus expérimenter différentes phases de downwind sur le même parcours. Ouais. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, qui m'a permis de progresser énormément. Et c'est une course où je m'en suis très bien sorti, jusqu'à ce que je me plante sur le récif à la fin à Kanaa et que je perde quelques places intéressantes. Mais bon, mis à part ça, ça a été une super expérience. Et là, j'ai pu voir que je pouvais aller vite. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Ce qui m'a donc amené à changer mes plans en dernier moment. Ce qui n'a pas du tout plu à mon entraîneur Sylvain, que je salue, à Tarifa, mais voilà, j'ai voulu poursuivre un petit peu le rêve aussi. C'est vrai aussi que j'étais tous les jours au contact avec des machines. J'étais tous les jours avec Olivia qui était avec moi pendant tout le voyage, mais également avec Tom Constant, avec Kaileni qui venait souvent avec nous, avec tous les Australiens, tous les Néo-Zélandais, les Américains du mainland. Enfin, le niveau était énorme et la convivialité géniale. Tu pouvais t'amener même sans voiture, sans rien. Et faire 3 ou 4 Maliko dans la journée, parce que c'est ça aussi l'autre avantage du Maliko, tu peux le répéter à foison. Donc ça a été extraordinaire, et je me suis dit que même si je faisais une contre-performance totale, même si j'arrivais pas à le finir, ce serait une expérience qui vaudrait plus pour moi que de le faire en stand-up paddle. Donc j'ai finalement pris la décision de le faire en foil. Et du coup, ça n'a pas été si simple que prévu. Non, ça n'a pas été si simple. Il faut savoir déjà que le parcours tel qu'il est fait maintenant est radicalement compliqué en termes de technique, et aussi en termes de choix de matériel, et même en termes de préparation physique. Parce qu'on part sur du plat complet. C'est avec un léger vent offshore qui permet quand même de prendre un petit peu de vitesse. Pour ceux qui ont travaillé un petit peu les démarrages sur le plat, on arrive à démarrer, c'est pas un problème. Le plus dur, c'est de rester. Le problème, c'est de rester. Ouais. Surtout que là, la ligne de vent, la wind line, comme ils l'appellent, elle est à 2 km au large. Donc c'est ultra physique. Je dirais que les 3/4 d'entre nous, on a craqué avant la fin. Donc ça donne quand même une mesure, sachant le niveau moyen qu'il y a, de la dureté de ça. Par exemple, Edu Tanas, qui finalement fait 3 à la Molokai, il a craqué avant la windline et il a pris 15 minutes pour se reposer. Donc voilà, ça donne une idée de l'effort que ça représente. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on se retrouve
sur un plan d'eau qui n'a rien à voir, par exemple, avec le Maliko, qui n'a rien à voir avec la Mawitu Molokai, puisque ce sont des houles encore plus longues. C'est une houle et un vent qui est légèrement de travers, voire pas mal de travers sur certaines portions, et avec énormément d'espace entre les houles. Donc là, la prise de tête, c'est de savoir, ok, j'ai besoin de démarrer tôt, j'ai besoin quand même d'aller rapidement dans les houles pour pouvoir les connecter, mais si jamais j'arrive pas à les connecter, il faut quand même que j'arrive à rester en l'air pour pouvoir éventuellement temporiser mon effort et ensuite reconnecter une autre houle plus longue. Donc c'est un casse-tête pas possible. Et finalement, il y a eu, on va dire, 2 options un peu radicales. Il y a ceux qui ont pris des foils un petit peu plus grands, ce qui a été mon cas, pour assurer le coup. Et ceux qui ont pris l'autre option de prendre des foils beaucoup plus petits, beaucoup plus rapides, mais de galérer dans la première partie, puisque certains ont même pris le parti d'aller à la rame jusqu'à la zone de vent, et donc de perdre quasiment 20 minutes sur leur 20-25 minutes sur leur trajet avant de décoller. Mais moi, si c'était à refaire, je prendrais cette option. C'est ça que je ferais. Voilà. Donc très compliqué. Et pour rajouter un petit peu de piment, l'arrivée, c'est compliqué également, hein, puisqu'on se retrouve avec du vent de face. Il faut arriver à connecter les vagues suffisamment bien proches de China Wall pour pouvoir espérer voler jusqu'au bout, ce qui pour la plupart n'a pas été le cas. Donc oui, c'est compliqué. Ah oui, alors une autre anecdote, c'est que effectivement pendant cette traversée, j'ai eu quelques petits soucis. Donc effectivement, moi j'ai réussi à faire mon démarrage sur le plat sans trop de problèmes parce que je m'étais équipé pour. Par contre, ce choix a fait que j'ai un petit peu lutté par la suite avec une aile qui était parfois un peu grande pour connecter sans effort, parce que c'est un petit peu ce qu'on recherche. On recherche à limiter un maximum les efforts pendant la traversée pour pouvoir se réserver sur la fin, dans laquelle on est fatigué et dans laquelle le plan d'eau est difficile. Et j'ai effectivement traversé en foil de Molokai jusqu'à Oahu. Par contre, arrivé proche des côtes de Oahu, ma cheville a explosé, on va dire. J'ai eu des gros gonflements sur ma cheville qui est un petit peu mauvaise, qui me pose problème, et j'ai été obligé de m'arrêter. J'ai été obligé de m'asseoir sur ma planche, et j'ai commencé à ramer un petit peu allongé pour aller jusqu'à China Wall, qui était encore loin, hein. On parle de 12 km. Et au bout de 40 minutes, donc le capitaine et puis les équipiers de mon bateau accompagnateur m'ont dit Fred, je suis désolé de te le dire, mais ça fait 40 minutes que tu n'avances pas. Au contraire, je crois que tu recules légèrement. Donc j'étais dans une zone de contre-courant dont on m'avait parlé. On m'avait dit qu'il y avait une zone de contre-courant dans ce coin-là. De toute façon, moi, physiquement, je ne pouvais pas faire plus que ce que je faisais. Donc j'étais déjà à fond. Le truc, c'est qu'effectivement, quand ça fait 40 minutes que tu rames à contre-courant et que tu n'as pas avancé, le coup au moral, il est énorme. Et là, les gars m'ont dit, basiquement, si tu n'arrives pas à te lever et à décoller, tu n'arriveras pas jusqu'au bout. Faut savoir que c'est la zone dans laquelle des gars comme Tomo, qui est un pionnier et une légende de ce sport à Hawaï, ont abandonné cette année. Donc c'était quand même, c'était pas piqué des hannetons. Et donc j'ai réussi à redécoller et j'ai tenu une vingtaine, peut-être 25 minutes avec un pied droit arrière que je sentais plus, mais qui m'a permis en fait de sortir de cette zone. Et c'est ce qui m'a sauvé en fait par la suite. J'ai explosé à nouveau au bout de 20 minutes. Je me suis réallongé sur la planche. J'ai eu petite accroche avec mon bateau accompagnateur qui voulait impérativement me faire monter à bord parce qu'ils avaient peur pour moi. Donc je peux pas non plus trop leur en vouloir. Mais ils se sont montrés très insistants. On s'est un petit peu embrouillé. Et pour résumer, ils m'ont laissé un peu dans mon coin faire mon truc, et moi je suis rentré un peu dans une phase quasiment militaire où j'ai fixé l'avant de ma planche et où je me suis mis à ramer allongé sur ma planche jusqu'à quasiment toucher China Wall.
Et puis une fois passé China Wall, ça y est, c'était gagné. J'ai fait la fin. Toujours, j'ai essayé de me relever et mon pied réagissait plus. Donc j'ai fini allongé jusqu'à l'arrivée. Et je me souviens de deux choses en arrivant. Je me souviens de Jamie Mitchell qui me disait au micro, bah, ça y est, maintenant t'es prêt pour la faire en prone paddle. Et d'Olivia qui m'a accueilli. Et c'était assez émouvant à l'arrivée, Olivia et puis d'autres coureurs. Parce que je pense qu'ils ont compris un petit peu la phase par laquelle j'étais passé sur cette course. C'est combien d'heures? En tout, j'ai mis 6 heures, imagine. Oh, donc en fait, j'ai mis 3 heures à traverser. Mais la dernière phase... 3 heures de prône, quoi. 3 heures de prône ininterrompue. Voilà, ça c'est l'histoire. Avec gros respect. Merci. Du coup, comme tu disais, tu étais au contact pendant... parce que tu as fait toute la saison aussi. Enfin, tu as fait en gros la saison du Downwind à Maui. 1 mois, tu as fait? J'ai fait 1 mois au total. Et à un moment, donc pré-Molokai, avec plein d'effervescence, comment dire, des changements de matos de dernière minute pour les uns, pour les autres, avec des enjeux plus ou moins importants, certains finir, d'autres gagner, etc. J'imagine que tu vois à qui je parle. Ouais. C'est quoi les anecdotes que tu retiens de cette période? Je sais pas si je peux parler de tout ça. Mais ouais, en fait, comme j'ai dit, la Molokai, c'est une course extrêmement compliquée à préparer et elle est également mythique. Donc certains comme Kai Lenny, ils veulent absolument la gagner, ce qui est normal. En plus, il est chez lui. Donc c'est vrai qu'avec Kai, il y a eu quelques trucs parce qu'il a changé de foil jusqu'à quasiment le jour d'avant la course. Il a absolument tout essayé pour avoir ce qu'il y avait de plus performant. Donc je citerai pas de marque, mais voilà, il a été vraiment chercher la bonne formule pour arriver à performer. Mais il n'a pas été le seul. Tout le monde était un petit peu dans ce cas-là. Et moi, dans mon cas de passionné et qui en fait était en mode découverte cette année, je suis devenu fou. Je me suis rendu fou parce qu'effectivement, à chaque fois que j'essayais quelque chose de nouveau, et ben ça m'ouvrait une autre dimension, mais ensuite il fallait s'habituer, fallait se caler, puis finalement... Il a donné prévisions météo aussi. Les prévisions météo, finalement tu reviens sur des bases un petit peu plus raisonnables, puisqu'on parle quand même d'une traversée de 55 km, donc tu te poses toujours la question en partant, mais ça c'est la même chose sur tous les downwind un peu longs, de savoir si tu vas pouvoir aller jusqu'au bout. Ouais. Donc c'est quand même quelque chose qui est difficile à gérer. Même mentalement, c'est un petit peu, moi je compare ça souvent à aller rider un jour de grosse vague. Ouais. En fait, tu t'engages dans un truc et tu as des doutes, tu sais pas trop quoi. Dans les grosses vagues, peut-être si tu vas survivre, là si tu vas pouvoir finir ou te mettre dans une galère. C'est un peu ça l'arrière-plan ou... C'est complètement ça. Même je te dirais, moi la Maui to Molokai, il y avait même l'aspect un peu survie d'une certaine manière, parce que moi je suis parti sans bateau d'accompagnement. Ouais. Donc tu pars pour 45 km en plein milieu du Pacifique sans connaître le parcours, t'es seul. Complètement seul. Moi, j'étais complètement seul parce que effectivement, les mecs, il y avait des mecs qui étaient plus rapides que moi, qui étaient devant, d'autres qui avaient pris d'autres options qui étaient à mon niveau, d'autres qui étaient légèrement derrière. Les stand-up étaient partis depuis un an. T'es seul au milieu du Pacifique. Moi, en plus, je me suis arrêté quasiment 15 minutes pour vomir parce que j'étais malade. Donc, c'était une expérience un petit peu où tu te disais, bon, là, en fait, j'ai pas le choix. Faut que je finisse. Donc ouais, c'était quand même un bel engagement. Et après, pour la Molokai, tout au Oahu, là, tu as un bateau suiveur, mais par contre, tu sais que tu vas sur un des channels les plus dangereux de cette zone-là, qui est déjà en soi compliqué. Tout le monde te le dit. Des mecs comme Kai n'hésitent pas à te dire écoute, il y avait de requins, ils adorent les foils. Et je suis sûr que sur le nombre de participants, il y en a un au moins qui se fera suivre par un requin, ce qui est arrivé. Donc ouais, c'est pas particulièrement rassurant. Et tu pars pour une aventure. Et du coup, en rentrant de cette saison à Hawaï, t'es rentré chez toi à Tarifa, mais derrière t'as enchaîné, t'es revenu en France, donc il y a quelques semaines, pour l'Open de France de Downwind à Crozon,
puis les ailes de Saint-Tropez ici dans le Var. Qu'est-ce que tu retiens aussi qu'est-ce que tu as pensé de ces deux événements? Qu'est-ce que tu en retiens? Et puis peut-être la différence avec Hawaï. Ben, écoute, déjà avant ça, j'ai eu le Fort Boyard Challenge aussi, dont je me suis occupé. Celui-là, je l'avais zappé. Moins de foil, Fort Boyard, si? Bah, pas cette année parce qu'il n'y a pas eu le vent. Voilà. Donc, bon, j'ai découragé les copains de venir parce que je sentais que sinon ça allait être une course de pumping de A à Z, donc il n'y avait pas forcément trop d'intérêt. Mais effectivement, c'était un de mes objectifs aussi de cette année, toujours bien organiser cette course. Et ensuite, effectivement, je suis monté en Bretagne chez mon ami Amaury. Qui organisait l'Open de France de Downwind Foil. C'est super ce qui s'est fait parce que c'était le premier gros événement international en foil en Europe. Il y avait déjà eu des versions franco-françaises qui s'étaient super bien passées d'ailleurs, mais c'était la première fois qu'on avait des étrangers qui venaient et pas des moindres. Il y avait un niveau énorme sur cet événement. Donc c'était évidemment très intéressant et on était tous très très excités d'y aller. Voilà. Après, te raconter la course, on a eu 3 jours de course. Donc ça, c'est un format assez inédit aussi, puisque nous, en général, c'est une traversée et puis terminé. Ça, c'est aussi une autre gestion. C'est un autre sport aussi, d'une certaine manière. Donc ça, c'était un apprentissage. Ensuite, il y a eu la complexité de la météo qui nous a imposé parfois, au lieu d'être en mer ouverte, d'aller sur des estuaires, je ne sais pas si on appelle ça estuaires, rivières, du côté de Brest. Ouais, la rade de Brest. La rade de Brest, voilà. Donc, qui sont des downwind très sympas, très dynamiques, mais donc qui sont moins océaniques. Donc ça a été aussi un apprentissage pour beaucoup d'entre nous. Et puis aussi, par exemple, le dernier jour, un vent très léger, un gros sehoule croisé, et finalement, tu savais que si tu posais, tu n'étais pas sûr de redécoller. Donc c'était assez intéressant aussi. Au final, une épreuve très complète. Voilà. Et Saint-Tropez? Alors Saint-Tropez, c'était pour moi c'était un peu une première. Déjà j'étais organisateur à Saint-Tropez, donc le but c'était de faire une première qui soit attractive, sympa, avec un esprit un peu familial et qui donne envie de faire quelque chose de plus gros l'année prochaine. Donc il y avait une trentaine, un petit peu plus de stand-up paddle et une dizaine de foilers. On a eu des conditions géniales le jour d'avant la course, et on a organisé un petit photoshooting qui était très sympa. Un certain Robert Territo en faisait partie, Olivia T de la partie, Richard Boudia, voilà, Yann Kilfen, et on a pu voir tout le potentiel de cette zone, donc c'était très sympa. Le jour d'après, on a lancé une course officielle dans des conditions assez limites, de vent très léger, un petit peu de houle de fond, dans laquelle César Philippi a sorti son épingle du jeu, déjà parce que c'est un super rider et puis ensuite parce que c'est un gabarit très léger. Des mecs comme Richard Boudia qui ont très bien marché aussi, Philippe Axman, voilà, et c'était en fait un apprentissage également. On a eu cette réflexion avec Richard de se dire que le stand-up paddle foil pouvait être pratiqué quelles que soient les conditions, et que c'était à nous de nous adapter finalement en termes de matériel, etc. Évidemment, et moi je fais partie des puristes et je fais partie des gens qui aiment le vent fort et les grosses conditions. Cette pratique sera toujours ma priorité absolue, mais effectivement, le fait de travailler un petit peu dans le vent léger et finalement faire avancer le sport, puisqu'on le rend accessible à des zones qui sont moins inventées que les nôtres, je pense que c'est quelque chose de super intéressant, et je pense qu'on va pouvoir amener le downwind foil dans des endroits auxquels on ne s'attendait pas. Je pense particulièrement à des lacs ou à des zones qui sont moins inventées. Ok, super, merci pour ce bilan. C'est quoi tes projets après cette année folle? C'est quoi tes projets pour cet hiver et l'année prochaine?
Écoute, déjà, j'ai eu des petits soucis physiques juste avant l'Open de France. Comme tu sais, avec ces handicaps, avec ces limitations, il faut que j'aménage mon entraînement. Et là, je suis rentré peut-être dans une autre phase j'ai 44 ans. Je suis rentré dans une autre phase de l'avancée de ces problèmes et il faut que je les gère. Donc c'est mon objectif numéro 1, c'est vraiment de me caler par rapport à ça et essayer d'arriver en forme pour me refaire à nouveau une saison d'Unwin Foil l'année prochaine à Hawaï. Et puis éventuellement, j'aimerais bien aller faire la Molocabra au Brésil, qui est une course de foil à laquelle on m'a invité. J'aimerais bien y participer. Super. Ben écoute, moi en tout cas c'est tout le mal, même le bonheur que je te souhaite, c'est de pouvoir continuer à t'éclater en foil, au sens figuré bien sûr, et puis nous inspirer. Et puis moi personnellement, je te remercie aussi de l'inspiration que tu me donnes. Des fois je me dis ça c'est un peu dur, et je pense des fois à toi et je me dis pour Fred c'est encore plus dur, il le fait, donc moi je vais le faire aussi. Et, et donc voilà, merci. Si vous avez bien aimé cette vidéo, je vous invite à lâcher un petit like, à laisser un commentaire, partagez aussi votre ressenti là-dessus. Moi j'aime toujours échanger avec vous. Et puis cliquez sur les vidéos qui vous sont proposées à l'écran, elles vous intéresseront certainement aussi. Et puis maintenant, moi je vous dis à samedi prochain, 9h15 pour la prochaine vidéo. Bye bye, et bye bye Fred. Ciao, merci.